pour parler de Madagascar, c'est parler de la crise, je crois. Chacun sait que depuis 2009, Madagascar est entré dans une période d'une crise politique difficile, sans doute le plus difficile. À Madagascar, on parle de pire crise que le pays n'a jamais connue. Alors que finalement, quand on regarde l'histoire politique de Madagascar depuis l'indépendance, c'est pas la première fois que Madagascar a connu une crise politique comme celle-ci en 1971, 72, en 91, en 2001-2002. Madagascar a connu aussi des crises politiques. Mais 2009 a quand même des spécificités. D'une manière générale, c'est la plus longue crise politique que le pays a jamais connue. Ça a commencé vers le fin de 2008, de l'année 2008 à peu près. Surtout, le mouvement populaire était entre janvier et mars 2009, et ça ne s'arrête pas encore actuellement. Donc, j'aurais parlé d'un sujet que j'intitulerais sans doute difficile sortie de crise. Mais je vais commencer par les événements qui se sont produits hier à Madagascar. Si vous avez peut-être regardé la télé, écouté la radio malgache, normalement il y a des radios malgaches qu'on peut écouter à La Réunion, sur Parabole je crois. Vous avez regardé l'internet, consulté l'internet. Madagascar a eu un nouveau gouvernement hier, donc un nouveau gouvernement d'union nationale. Ces gouvernements ont pu être mis en place suite à un accord politique signé en septembre dernier, ce qu'on appelle la feuille de route de sortie des crises. Donc, ces nouveaux gouvernements comportent des ministres issus du régime transitoire, le régime qui était mis en place à partir du mois de mars 2009. Et une partie aussi des ministres est issue de l'opposition. Quand on parle de l'opposition à Madagascar, c'est plus complexe parce qu'on parle de 3 mouvances par exemple depuis des années, mais maintenant on ne parle plus de mouvances, mais surtout des plateformes politiques qui ne sont pas la même chose finalement. Donc, quand on regarde un petit peu ces gouvernements, normalement tout le monde, tous les courants politiques sont représentés. Mais hier, au moment même où on a annoncé la formation du nouveau gouvernement, il y a une partie de l'opposition qui s'était dit on ne va pas intégrer ces gouvernements. D'un coup, la population malgache se pose des questions, est-ce qu'il y aura vraiment une sortie des crises ? Donc c'est pas encore gagné. Il y avait un accord politique signé qui prévoit des élections d'ici une année à peu près, c'est en décembre 2012 normalement les élections. Mais au final, avec cette formation du nouveau gouvernement qui est déjà contestée par une partie des entités politiques signataires de la feuille de route de sortie des crises, on se pose des questions s'il y a vraiment, s'il y aura vraiment une sortie des crises dans le pays. Donc c'est pour ça que la crise de 2009 est finalement très 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 complexe. Complexe dans la mesure où on ne voit pas le bout du tunnel finalement. On ne sait pas si un jour en 2012, 2013, 2014, Madagascar passerait vraiment dans un système qui respecte quand même l'ordre constitutionnel. Et même actuellement, on ne sait même pas quel cadre juridique l'État finalement, le pays fonctionne. Normalement, c'est la constitution de la Troisième République qui est déjà dépassée parce qu'on a organisé en septembre 2010 un référendum constitutionnel. Seulement la constitution, la nouvelle constitution en question n'est pas encore opérationnelle et que la feuille de route de sortie des crises ne se cadre pas dans un système juridique normal ou clair. Donc on est dans le flou total et c'est pour cette raison sans doute que la sortie des crises est très difficile à Madagascar. Mais si Madagascar traverse quand même cette période-là et que finalement on n'entrevoit pas la sortie des crises, c'est que
L'origine, à mon avis, c'est à chercher dans le mouvement populaire même de 2009. Parce que on peut faire des comparaisons entre le mouvement populaire de 91, de 2002, 2009, et on voit qu'il y a une différence en fait. En 91, par exemple, à Madagascar, il y avait à peu près 1 million de personnes qui étaient dans la rue. Et ça, c'est conséquent, 1 million de personnes à Tananarivo. En 2002, pendant les mouvements populaires, il y avait à peu près un demi-million de personnes qui ont manifesté. Et en 2009, il y avait eu à peine 25 000 personnes. Et la plupart du temps, c'est en fait 2000 personnes. D'un coup, vous avez un mouvement populaire qui est minoritaire entre guillemets, par rapport aux autres mouvements populaires. Mais on va voir que finalement, c'est pour cette raison qu'on en parlera tout à l'heure, je crois, à propos du coup d'État, parce qu'on parle de coup d'État à Madagascar. Mais quand vous avez 2000 personnes qui arrivent à déstabiliser un régime politique, le régime Ravalomanana, et qui arrivent à s'imposer au pouvoir, vous avez quand même, on peut parler quand même du mouvement politique qui est largement minoritaire. Minoritaire, d'abord, donc, au niveau de la mobilisation. La mobilisation est très faible par rapport aux autres mouvements populaires que Madagascar a connus. Mais minoritaire aussi par rapport à l'adhésion des classes sociales dans le mouvement de 2009. Par exemple, si on regarde le mouvement de 2002 ou de 91, presque toutes les classes sociales ont été représentées. Il y avait les classes populaires, bien sûr, qui est à la base même du mouvement, mais la classe moyenne était là, les fonctionnaires étaient là, et bien sûr, c'est qui finance un peu le mouvement, la classe supérieure, disons la classe supérieure, la classe riche malgache était derrière le mouvement. C'est presque la même chose en 2002, mais en 2009, c'était plus la même chose. Le mouvement populaire de 2009 n'était pas un mouvement de la classe moyenne, par exemple. La classe moyenne était quasiment absente. La classe supérieure était aussi absente. Et finalement, c'est la classe populaire qui est derrière, qui était vraiment la base du mouvement. Et pour diverses raisons, finalement. Parce que si vous avez suivi un petit peu l'histoire de la grève en 2009, il y avait eu des casses, on appelle ça à Madagascar le lundi ou le mardi noir, où pendant 2 jours, le pays était sans état parce qu'on pillait dans les grands magasins, on pillait, on incendiait les entreprises du président de la République de l'époque, Marc Ravalomanana. Mais les gens s'en prennent aussi à des magasins où on vend des téléphones portables. C'était un peu la revanche de pauvres sur les risques à Madagascar. Et pendant 2 jours, en fait on parle de 2 jours, mais c'était pendant une semaine, le pays était vraiment vivait dans l'anarchie. D'un coup, la classe moyenne et la classe riche malgache avaient eu peur d'entrer dans le mouvement qui était initié par l'actuel président de la HAT, de la Haute Autorité de l'État. Et ça fait quand même, finalement, au bout, on a eu un mouvement qui était soutenu par la classe vraiment pauvre et populaire tananarivien que par les autres classes sociales. Et le mouvement de 2009 aussi, une autre spécificité, c'est que c'est purement un mouvement tananarivien. Il y avait eu très peu de mobilisation en province. Pour ne pas dire, il n'y avait pas eu vraiment de mobilisation du tout. Peut-être qu'au début du mois de janvier, il y avait eu quelques mouvements dans quelques grandes villes malgaches, en fait des mouvements de pillage qui fait suite au pillage que la capitale a connu. Mais après, il n'y avait eu pas de mouvement du tout. La raison est sans doute simple finalement.
parce que la crise politique met face à face deux personnalités qui sont originaires de Haute-Terre centrale, donc des Myrnes en fait. Donc les non-Myrnes, qu'on désigne par le terme côtier à Madagascar, ne voient pas trop pourquoi ils entreraient dans ces mouvements-là. D'un coup, les provinces, les régions malgaches en dehors de Tananarive n'ont pas vraiment bougé. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la sociologie des manifestants de 2009, on avait eu l'impression que les quartiers côtiers, entre guillemets, les quartiers côtiers à Tananarive ont quand même soutenu Andrade. Seulement, ces côtiers-là, ces diasporas côtières, entre guillemets, n'avaient pas à jouer le rôle des relais du mouvement en région dans les côtes. D'un coup, vous avez un mouvement qui est purement tananarivien. Donc, finalement, quand on regarde tous ces paramètres-là, le mouvement de 2009 est quand même un mouvement populaire faible par rapport aux autres mouvements que Madagascar a connus en 2009 ou en 2010. Et c'est cette faiblesse-là qu'on peut retrouver dans le régime transitoire actuel. Il explique largement pourquoi ce régime n'arrive pas à s'imposer tout seul à la tête de l'État pour diriger seul l'État. Mais il faut reconnaître aussi que l'opposition, en tout cas l'opposition au régime transitoire, elle est aussi faible. Faible dans la mesure où vous avez, au début des négociations politiques vers le mois de mars, avril 2009, il y avait ce qu'on appelle les 4 mouvances. Donc le mouvement Andrade qui est au pouvoir, et les mouvances sont des courants politiques des 3 anciens présidents malgaches en fait, Didier Ratsiraka, Zafy Albir et Marc Ravalomanana. Et les 3 mouvances, c'est le mouvement Ravalomanana, Zafy Albir et Didier Ratsiraka. C'est pas vraiment un groupe qui est solidaire finalement, uniforme. C'est une espèce de plateforme d'abord créée artificiellement par la communauté internationale qui a joué la médiation dans la crise malgache. Et c'est une alliance aussi objective contre la mouvance Raduel qui était au pouvoir. Donc vous n'avez pas vraiment une union d'action, une union d'action dans le jeu politique de l'opposition. Vous avez une opposition qui est finalement hétérogène. D'un coup, des courants politiques qui ont leurs propres intérêts, mais qui pour un moment vont quand même contribuer contre le pouvoir de Achaté, ce qu'on appelle le pouvoir Achaté à Madagascar, le régime transitoire. D'un coup, vous avez une opposition qui est faible, elle aussi. D'un coup, la crise, la situation politique n'évolue pas finalement. Parce que d'un côté, vous avez un régime transitoire qui est faible, qui n'a pas vraiment une légitimité forte, qui n'a pas vraiment un soutien populaire conséquent. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une opposition qui est faible également, qui n'a pas vraiment aussi les soutiens populaires. Et vous avez un équilibre, une espèce d'équilibre qui n'est pas un équilibre de terreur finalement, mais un équilibre entre des entités politiques faibles, qui a des légitimités populaires très faibles, qui a des soutiens populaires très faibles. Et d'où la situation actuelle, on a une crise politique, mais on s'en sort pas, on ne voit pas quelles sont les solutions qu'on peut adopter pour sortir de cette situation-là. Et finalement, actuellement, depuis depuis 2009 à peu près, vers le mi-2009, la communauté internationale a beaucoup intervenu dans la crise malgache.
il y avait des négociations politiques organisées soit à Madagascar d'abord, puis dans les capitales africaines. On parle du Maputo, des accords de Maputo, d'Addis Abeba. Il y avait eu des sommets à Pretoria. Et normalement, on aura dû organiser aussi un autre sommet pour lui à l'île Maurice, mais le sommet finalement n'était pas organisé. Mais finalement, avec les accords politiques, tous les accords politiques qu'on a signés, tout ça n'a pas marché vraiment. D'abord, les accords de Maputo, il y avait déjà un partage, la mise en place d'abord ce qu'on appelle une transition consensuelle et inclusive. Mais quand on parle d'inclusivité, de consensualité à Madagascar, tout le monde se pose des questions. Quelles sont les définitions qu'on peut donner à ces mots-là? Est-ce que tout le monde est-ce que toutes les entités politiques vont être représentées? Et c'est à peu près ces définitions-là qu'on a pris à Madagascar, qu'on a pris en compte. Donc finalement, quand on a essayé de faire le recensement des entités politiques, au lieu de 4 mouvances, on s'était retrouvé avec des partis politiques, des formations politiques, ce qui se compte par centaines. Alors qu'on ne peut pas caser une centaine de partis politiques dans les institutions de la transition. Et bien sûr, il y a une partie des entités politiques qui étaient dessus du partage du pouvoir et ont tout fait pour faire capoter les accords. Et c'est pour ça que les accords de Maputo et d'Addis Abeba s'étaient relevés finalement des échecs. Et c'est à peu près le même difficulté dans l'application, la mise en œuvre de la feuille de route qu'on a signée en septembre 2011 à Madagascar. Parce que quand on a signé cette feuille de route-là, il y avait 11 entités politiques qui ont signé la feuille de route. Mais actuellement, c'est à peu près une centaine d'entités politiques qui veulent être représentées dans les institutions transitoires. Donc la casse-tête, c'est de savoir comment on peut caser tout le monde. Alors que finalement, l'accord politique de septembre 2009 exige que la transition soit consensuelle et inclusive. Et avec la formation du gouvernement d'hier, il y a une partie déjà des entités politiques qui se mobilisent et qui critiquent déjà l'accord politique en disant qu'elles ne sont pas vraiment représentées dans la transition nouvelle formule. Et même le partage de pouvoir entre les 10 entités politiques signataires de feuille de route pose déjà des problèmes. Parce que hier, quand on a regardé l'attribution des différents ministères aux entités politiques, on a constaté que la plupart des ministères de souveraineté, entre guillemets, reviennent à la mouvance du président de la ASAT, Andrade. Alors que l'opposition pense que ces ministères de souveraineté ne devraient pas être attribués à Andrade, au courant politique du Andrade, dans la mesure où Andrade ne jouit pas de la légitimité populaire, n'étant pas un élu. D'un coup, vous avez un débat politique, des interprétations des textes complexes, qui fait que tous les accords politiques signés n'aboutissent jamais. En tout cas, les accords de Maputo, d'Addis Abeba, entre autres. Et la plupart des observateurs pensent que même la feuille de route de sortie des crises qu'on a signée en septembre dernier va connaître encore le même sort que ces accords de Maputo et d'Addis Abeba. Je pense que l'autre problème dans la crise malgache, c'est l'interprétation même de l'exil, du départ du président Marc Ravalomanana et l'accession au pouvoir de Andrade. Parce que pour la communauté internationale, par exemple, on parle de coup d'État. Tout à l'heure, j'ai évoqué la faiblesse même du mouvement populaire de 2009. Donc la question qu'on se pose,
quel est le moyen que ces mouvements a utilisé pour accéder au pouvoir? C'est justement par la participation d'une partie de l'armée malgache dans le mouvement populaire de 2009. En tant que journaliste, j'étais quand même témoin de pas mal d'événements politiques de la crise. Mais sans cette participation, sans ces soutiens de l'armée, à Andradwil, Marc Ravalman aurait resté au pouvoir. En fait, c'est l'armée qui a fait basculer le pays vers cette transition-là. D'un coup, on peut parler, entre guillemets, d'un putsch militaire, mais qui est finalement mais les militaires ont décidé finalement de donner le pouvoir au président de la HAT. Mais l'origine même du changement du régime à Madagascar, c'était quand même un coup d'État, un véritable coup d'État, comme on en voit un peu partout dans les pays africains ou ailleurs finalement. Donc, quand on regarde la principale difficulté, je crois, quand on parle des sorties de crise à Madagascar, c'est ce manque de légitimité, aussi bien de ceux qui dirigent le pouvoir que de l'opposition. Et vous avez une situation qui est très très complexe, où aucun courant politique n'arrive pas vraiment à représenter la majorité de la population. Et bien sûr, dans ces histoires-là, dans ce contexte-là, la population, elle est absente. Elle n'intervient même pas dans les débats. Et seuls les hommes politiques, les partis politiques participent, entre guillemets, à la vie politique. C'est leur mission, je crois. Mais la population est quasiment absente. Donc, quand on parle d'organiser des élections, on a déjà organisé le référendum constitutionnel, mais il suffit de regarder les chiffres et on constate qu'il y avait une diminution de participation lors du référendum. Et si on organisera dans quelques mois des élections à Madagascar, en tout cas la plupart des observateurs pensent que la participation sera très faible. Donc la question qu'on peut poser, comment on peut vraiment mettre en place une république, un État stable, une nouvelle république stable, quand la population n'est pas vraiment prise en compte dans la création de cette république. Donc c'est toutes les problématiques de la vie politique malgache à l'heure actuelle. On parle d'une sortie des crises normalement en 2013. Mais si vous posez la question à un malgache qui suit un petit peu l'actualité, il va vous répondre qu'il n'y croit pas. Donc, pour le moment, la situation est très difficile. On ne voit pas trop clair. On ne voit pas quel est le chemin que le pays doit prendre pour sortir vraiment de l'impasse politique. Mais c'est la situation tout simplement et c'est comme ça. Merci.